On va rassembler tout ce qu'on a vu jusqu'à présent pour voir comment on peut mettre en œuvre le ray tracing et réaliser une image de la scène comme celle que vous avez sous les yeux. Alors je vous rappelle que par le principe du ray tracing, depuis l'observateur O, on veut afficher une image telle qu'on la verrait à un écran. Et pour cela, pour chaque pixel de l'écran, on lance un rayon issu de O et qui passe par exemple à travers le centre du pixel, ici IJ. On a vu dans un chapitre précédent sur le lancer de rayons comment calculer l'intersection d'un rayon avec des objets géométriques simples. Et donc on calcule l'intersection P du rayon lancé avec notre objet. Et maintenant, il va s'agir d'attribuer une couleur perçue en P grâce à l'éclairage, la couleur de l'objet et aussi la position de l'observateur. On attribue une couleur au point P de l'objet à l'aide d'un éclairage direct et d'un éclairage indirect. Je vous rappelle que dans le chapitre lumière, on a vu un modèle pour l'éclairage direct avec une composante de luminosité ambiante, luminosité diffuse et luminosité spéculaire. Mais on a vu que l'intérêt du ray tracing, c'est aussi de permettre de gérer l'éclairage indirect et aussi la réflexion des rayons. Donc, pour attribuer une couleur au point P, on attribue une couleur par éclairage direct en lançant un rayon du point P directement vers la source lumineuse, mais aussi par réflexion de notre rayon incident à la surface de notre objet en P. On a le rayon qui se réfléchit et qui éventuellement va intersecter d'autres objets de la scène. Et donc ici au point Q, on recalcule une couleur obtenue par éclairage direct en relançant un rayon d'ombre du point Q vers la source lumineuse. Ce qui fait que maintenant un rayon issu de l'observateur, il rebondit à chaque fois qu'il rencontre un objet. Mais là où ça se complique, c'est quand on rencontre un objet transparent, non seulement on a le rayon incident qui donne un rayon réfléchi, selon la normale bien sûr, mais on a aussi un rayon réfracté qui lui est légèrement dévié en fonction de l'indice du milieu. Et donc ce qui fait que maintenant que chaque fois qu'un rayon arrive à un endroit, à un point P d'un objet qui a des propriétés de transparence, on n'a pas seulement un rayon qui repart, mais deux rayons. Ce qui fait qu'à chaque fois, le rayon il se divise en deux. On commence à rentrer dans les détails du ray tracing. On lance un rayon depuis O vers le point P. On veut calculer la couleur perçue en P. Pour cela, on va avoir deux rayons qui repartent depuis P, le rayon réfléchi et le rayon réfracté. Maintenant, suivons le rayon réfléchi R1. Ce rayon R1, il va recouper un autre objet de la scène en un point ici Q1, duquel repartent deux rayons, un rayon réfléchi, un rayon réfracté, et etc. On pourrait suivre chacun de ces rayons. Revenons à notre rayon R2 réfracté. Il intersecte la paroi de notre objet à un point Q2 et de là repartent un rayon réfléchi, un rayon réfracté, et etc. On pourrait continuer de suivre chacun de ces rayons-là. Donc maintenant, comment est-ce qu'on attribue une couleur perçue en P? La couleur perçue en P, ça va être la somme de trois couleurs. D'abord, principalement, la couleur obtenue par éclairage direct, c'est-à-dire qu'on lance un rayon directement de P vers S et on calcule la couleur associée à cet éclairage direct. Ça, on sait bien faire. Il y a une deuxième composante qui va être associée à l'éclairage indirect associé au point Q1, donc obtenu par réflexion. Et il y a une troisième composante associée à la transparence, c'est-à-dire à la couleur du point Q2, obtenue par réfraction, par transparence si vous préférez. Donc je répète, la couleur en P dépend de l'éclairage direct, de l'éclairage indirect du point Q1 et de l'éclairage indirect dû au point Q2. Mais comment est-ce qu'on calcule la vraie couleur associée au point Q1 et la vraie couleur associée au point Q2?
Eh bien, on va supposer par récurrence qu'on sait faire. Et donc, d'un point de vue informatique, on va créer une fonction récursive. Donc, supposons qu'on a vraiment calculé la vraie couleur en Q1, la vraie couleur en Q2. Ben, modulo un facteur de réflexivité pour l'objet 1 et ici l'objet en 2, on a exactement la formule de la couleur en P. On va bientôt pouvoir définir cette fonction récursive qui calcule la couleur d'un point. Au préalable, on a besoin de deux fonctions, une fonction lancée-rayon qui a pour paramètre un point et un vecteur et qui, comme son nom l'indique, calcule le premier point d'intersection du rayon R0 issu du point O. Si par hasard il n'y avait pas d'intersection, on retient qu'il n'y a pas eu d'intersection et on attribue comme couleur une couleur de fond, par exemple du noir, ou une couleur bleue pour un ciel par exemple. On a aussi besoin d'une fonction couleur directe qui dépend de deux points, un point P où on veut calculer la couleur et d'un point O associé à la position de l'observateur, et donc qui se fait par associer à la somme de luminosité ambiante, diffuse, spéculaire. Donc ça renvoie la couleur en P associée à la lumière directe depuis O. Je vous rappelle que notre notation avec des flèches, ça veut dire qu'on calcule la couleur en P vue depuis la position O et les flèches sont dans le sens des rayons lancés par le ray tracing, donc qui bien sûr s'opposent au sens des rayons lumineux. Alors bien évidemment, ces deux fonctions, on ne va pas seulement les appliquer ici avec les paramètres OR0 par exemple, on va aussi, une fois qu'on est arrivé en P, relancer des rayons, par exemple le rayon R1, pour calculer l'intersection du rayon réfléchi avec un second objet, même chose ici. Donc ces fonctions vont servir souvent dans les calculs de rayons, et de même la couleur directe, on aura besoin bien sûr de la couleur directe en P, mais on aura aussi besoin de la couleur directe en Q1 et en Q2. Quel est le but final? Le but, et c'est ce qu'on va définir juste après, c'est de définir une fonction couleur en un point P perçu depuis un point O, donc la position de l'observateur, qui va être une somme de couleurs directes, bien sûr, mais aussi d'une couleur associée à la réflexion, donc une couleur provenant par éclairage indirect de Q1, et une couleur associée à la transparence, donc provenant du point Q2. Et on note celle-là couleur sans exposant, donc c'est la couleur totale, la couleur résultante, en P, toujours perçue depuis O. Passons à la définition de notre fonction qui calcule la couleur résultante en un point P obtenu par ray tracing. Donc on veut vraiment calculer la couleur résultante en P perçue depuis un point O. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs étapes qui sont un peu compliquées, mais on a tout préparé pour bien comprendre. Passons directement à la dernière étape. À la dernière étape, on calcule donc ce qu'on veut, la couleur en P perçue depuis O, qui est la somme de trois couleurs. La couleur directe en P, perçue depuis O, donc ça c'est facile, on lance un rayon directement vers la source lumineuse. Si on a plusieurs sources lumineuses, on fait ça pour chacune des sources lumineuses. Mais aussi depuis un point obtenu par réflexion, on calcule la couleur associée à un éclairage indirect, et puis la couleur associée à un éclairage indirect associée à la transparence. Donc je vous rappelle que depuis P, on a lancé un rayon et calculé une intersection pour la réflexion et aussi une intersection pour la réfraction. Alors maintenant, quelle est la difficulté? C'est que pour vraiment calculer la couleur ici indirecte associée à l'éclairage depuis Q1, il faut calculer la vraie couleur en Q1. Mais pour calculer la couleur en Q1, il faut lancer deux rayons depuis Q1 et tout recommencer. Même chose pour Q2. Et donc c'est pour ça qu'on a une fonction récursive. Alors reprenons depuis le début. Donc on définit notre couleur en P perçue depuis O. Donc c'est vraiment cette couleur-là avec cette notation qu'on veut calculer.
Première étape, on teste la condition d'arrêt. Donc on a une fonction récursive et on reviendra juste après sur la condition d'arrêt. Seconde étape, on a dit que ça c'est une étape qu'on a déjà bien étudiée. On calcule la couleur directe en P. D'accord? Et donc ça va correspondre à ici notre première composante de couleur. Bon. Les étapes 3, 4 et 5, ça correspond à calculer la couleur associée à la réflexion. Donc les étapes 3, 4 et 5, ça va consister en calculant d'abord le rayon R1 qui est le rayon obtenu par une réflexion parfaite en P, donc suivant une symétrie par rapport à la normale, et à calculer le point d'intersection ici Q1. Et maintenant, c'est là où commence l'appel récursif, c'est qu'on calcule par un appel récursif avec notre fonction couleur la vraie couleur en Q1. Donc la couleur résultante en Q1 qui est elle-même une somme de 3 composantes de couleur. Donc ça, c'est le fait qu'on ait une fonction récursive qui permette de faire ça. Et maintenant, ça c'est la vraie couleur en Q1. Par contre, la couleur en P associée à l'éclairage indirect, ça correspond à cette vraie couleur en Q1 perçue depuis P avec un certain facteur de réflexivité qui correspond à une perte d'énergie. Si c'était un miroir, ce serait 1, mais sinon, on a un coefficient entre 0 et 1 ici. Et donc maintenant, ben voilà, on a notre seconde composante de couleur. Et si vous avez bien compris, il n'y a pas de difficulté avec la troisième composante de couleur qui correspond à la réfraction ou à la transparence, si vous préférez. Ça fait l'objet des étapes 6, 7 et 8. On lance un rayon R2 donc par réfraction. On calcule l'intersection Q2 avec l'objet, le premier objet de la scène. Par un appel récursif, on calcule la vraie couleur résultante en ce point, qui est elle-même somme de 3 composantes. Et puis, on applique un facteur de réflexivité pour calculer la vraie couleur indirecte en P, correspondant à l'éclairage indirect depuis Q2. Et ça nous donne notre troisième composante. Alors, c'est un petit peu sophistiqué, c'est jamais facile de comprendre une fonction récursive. Donc, il faut vraiment passer du temps à bien maîtriser toutes ces étapes. Comme la fonction qui calcule la couleur est une fonction récursive, c'est très important de bien définir quelle est la condition d'arrêt. Alors la première méthode, qui est sûrement la méthode la plus naturelle, c'est tout simplement de limiter le nombre de rebonds possibles. D'un point de vue de fonction, ça veut dire qu'on limite la profondeur des appels récursifs. D'un point de vue physique, on lance notre rayon et on dit qu'une fois qu'il a rebondi 2, 3, 4, 5 fois, on arrête de calculer la couleur associée. La seule exception et qui pourrait donner une limitation, c'est si vous vous placez entre deux miroirs parallèles, vous allez voir votre image un grand nombre de fois. Une autre façon de faire, c'est tout simplement d'arrêter de calculer une couleur lorsque la luminosité indirecte devient très faible. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un rebond, en fait, il y a un facteur de réflexivité associé, qui est un nombre entre 0 et 1. Et lorsqu'on a plusieurs rebonds, le facteur associé, c'est le produit de tous les facteurs. Donc quand c'est des nombres strictement plus petits que 1, ça a tendance à aller très vite vers 0. Donc vous fixez une constante epsilon assez petite, par exemple epsilon égale 0,1. Et dès que votre facteur de réflexivité résultant est plus petit que 0,1, vous arrêtez d'associer une couleur pour l'éclairage indirect. Donc vous pouvez choisir la méthode 1 ou la méthode 2, ou encore mieux, une combinaison des méthodes 1 et 2. En conclusion, le ray tracing, c'est une technique moderne qui permet d'obtenir un rendu extrêmement réaliste des scènes. Ça a l'inconvénient de demander beaucoup de calculs et on est encore un petit peu à la limite pour, par exemple, faire du ray tracing en temps réel, par exemple pour les jeux vidéo. Pourquoi est-ce que ça demande beaucoup de calculs? En fait, vous éclairez une scène pixel par pixel sur votre écran. Et pour chacun des pixels, vous faites beaucoup de calculs. Donc reprenons ici notre scène.
On lance un rayon pour ici calculer la couleur en P. Et depuis P, on relance 2 rayons pour obtenir 2 points d'intersection Q1 et Q2. Donc on a notre point P qui en fait, avec 2 rayons, ce point P a 2 enfants Q1 et Q2. Et depuis Q1 par exemple, on relance 2 rayons et donc Q1 a lui-même 2 enfants qui chacun auront 2 enfants, etc. Et donc vous voyez qu'on a une croissance exponentielle du nombre de points d'intersection à calculer, en chacun desquels il faudra calculer un éclairage direct, etc. Et donc ça lance beaucoup de calculs, tout ça pour calculer la couleur en un seul point, c'est-à-dire en un seul pixel. Évidemment, vous avez beaucoup de pixels à calculer pour faire une image tout entière.